Depuis plus de 60 ans, Sir Cliff Richard ne s'est pas contenté de bâtir une carrière. Il a inscrit son nom au cœur de l'histoire de la musique britannique. Souvent qualifié d'Elvis Presley du Royaume-Uni, Cliff n'a pas seulement été la première véritable rockstar britannique, mais aussi la réponse de son pays à une révolution culturelle mondiale. Avec une voix qui a traversé les générations, une dignité tranquille qui a survécu au scandale, et une détermination qui semblait à l'épreuve du temps, il est devenu un emblème de résilience. Il s'agissait d'un artiste à la discipline inébranlable, d'un homme qui plaçait l'intégrité au-dessus de l'indulgence. La célébrité n'a jamais corrodé son caractère, et les épreuves n'ont jamais ébranlé sa foi. Mais qu'est-il advenu de l'homme qui a défini une époque avec élégance retenue et une conviction inébranlable? La vérité est bien plus poignante que le monde n'a jamais osé l'imaginer. L'histoire de Cliff Richard n'a pas commencé sous les feux de la rampe. Elle a commencé dans l'ombre, dans la faim inexprimée, les nuits pleines de larmes, et les yeux attentifs d'un garçon, alors que le monde de sa famille s'effondrait tranquillement. En 1940, sous le soleil ardent et les couleurs vibrantes de Lucknow en Inde britannique, Harry Roger Webb est entré dans un monde encore lié à l'Empire, mais dont les bords s'effilochaient déjà. Ses premières années ont été pleines de contradictions serviteurs et structures à l'extérieur, silence et incertitude à l'intérieur du foyer. En 1948, alors que Harry n'a que 8 ans, l'Inde obtient son indépendance. Le Raj britannique a disparu. Pour sa famille, il ne s'agit pas d'une libération mais d'un exil. Ils ont emballé leurs maigres possessions et sont montés à bord d'un bateau à destination de l'Angleterre. Pas l'Angleterre des livres d'histoire, mais un pays gris trempé par la pluie et fatigué par la guerre qui s'efforce de se reconstruire à partir de ses propres ruines. Les Webbs s'entassent dans un appartement exigu à Carshalton, dans le Surrey. Alors qu'ils vivaient en Inde avec des domestiques, ils s'entassent désormais dans une seule pièce non chauffée. Certaines nuits, je regardais ma mère pleurer en silence, se souviendra plus tard Cliff. Son père Roger, qui avait été directeur de la restauration pour une compagnie ferroviaire indienne, cherchait en vain un emploi stable. L'argent était rare. La dignité allait être plus serrée. Le jeune Harry a vite compris que le sourire était une monnaie d'échange et que le silence était une armure. Ses premières années loin du glamour sont devenues le fondement d'une résilience que peu de gens verront, mais dont tous bénéficieront. Au début, la musique n'était pas une ambition, c'était une échappatoire. Il a découvert le rock'n'roll américain à la radio, et cela a ouvert quelque chose en lui. Elvis Presley, Little Richard Body. Holly, ce n'était pas seulement des voix, c'était des bouées de sauvetage. Des couleurs dans un monde gris. Soudain, j'ai eu envie de monter sur scène, a-t-il déclaré des années plus tard. Je voulais faire ressentir aux gens ce qu'ils m'avaient fait ressentir. À l'école, il était timide, maladroit, pas le poster boy qu'il allait devenir, mais un adolescent maigre et incertain qui savait qu'il ne pourrait pas se payer l'université et qui ne supportait pas l'idée d'un travail en usine. Il a commencé à se produire avec des amis, donnant des concerts dans des clubs de jeunes et des salles paroissiales. Un soir, il emprunte la guitare de son oncle. Le lendemain, il a emprunté le courage de sa mère. À l'âge de 17 ans, il change son nom en Cliff Richard, en hommage à Little Richard, et à l'idée qu'une falaise est forte et inébranlable. Le nom était plus qu'une nouvelle marque. C'était un bouclier, une promesse faite à lui-même. Harry Webb, le garçon qui voyait sa mère pleurer, qui partageait son lit avec ses frères et sœurs, pour rester au chaud, n'était plus là. À sa place se tenait Cliff, plein d'aplomb, charmant, inébranlable. En 1958, Cliff et son groupe, alors appelé The Drifters, enregistrent Move It, un titre qui sera plus tard salué comme la première authentique chanson britannique de rock'n'roll. Il était brut, électrique et provocateur. Il s'est hissé à la 2e place des charts britanniques. Soudain, un nouveau son est apparu, et avec lui un nouveau visage. Mais derrière ce visage se cachait toujours le même garçon qui avait appris à transformer la douleur en mélodie et la lutte en performance. Ses débuts n'étaient pas une voie toute tracée vers la célébrité. C'était une marche sur la corde raide entre la faim
et l'espoir entre ce qu'il avait perdu et ce qu'il rêvait de devenir. Alors que le monde entier allait connaître Cliff Richard comme une icône aux lignes pures, un phare de la foi et de la bienséance, peu comprenait qu'il avait été forgé non pas dans la célébrité, mais dans des difficultés discrètes. Il ne s'est pas élevé en dépit de ses luttes. Il s'est élevé grâce à elles. Le contraste entre l'image publique et les origines privées était en vérité tranquillement tragique. Un garçon façonné par la perte, poussé par le devoir et soutenu par un rêve que le monde a failli voler avant même de le voir. Bien avant l'hystérie, avant le nom de scène ou les cris des fans, il n'y avait qu'Harry Webb, un adolescent tranquille, avec une guitare d'occasion et un rêve qui semblait trop grand pour sa modeste vie dans le Hertfordshire. La musique n'était pas une échappatoire, c'était une bouée de sauvetage. Inspiré par la présence électrisante d'Elvis Presley, le jeune Harry est attiré par l'énergie brute du rock'n'roll américain. Il a formé un groupe avec des amis d'école initialement baptisés The Drifters et a passé d'innombrables nuits à répéter dans des garages et des salles d'église. Un jour, par un coup du sort, leur démo Move It a attiré l'attention du producteur Nori Paramore chez EMI. Ce n'était censé être qu'une phase B, mais lorsqu'un DJ de radio l'a entendu et a exigé qu'il passe en face A, tout a changé. Ce moment, un pur hasard, un talent brut et un timing parfait allaient catapulter Harry Webb en Cliff Richard, la première véritable star du rock'n'roll britannique. La célébrité est peut-être arrivée soudainement, mais Cliff Richard l'a porté comme un homme qui apprend encore à respirer sous l'eau. De 1958 à 1963, la Grande-Bretagne est tombée sous le coup de ce que l'on a appelé l'hystérie Cliff. Les adolescents criaient, les disques s'envolaient des rayons, et un garçon autrefois maladroit du Surrey est devenu le visage d'une génération avide de joie. Move It. Son premier single n'est pas seulement un succès, c'est un changement sismique. Avec ses riffs de guitare brute et sa fougue juvénile, il a brisé le monopole américain sur le rock'n'roll et s'est hissé à la 2e place des hit-parades britanniques. Le Guardian le qualifiera plus tard de premier disque de rock britannique authentique. Cliff a suivi ce succès avec une cascade de hits. Living Doll, The Young Ones, Summer Holiday. Il ne s'agissait pas seulement de chansons, mais d'hymnes d'une jeunesse d'après-guerre qui revendiquait enfin sa propre identité. Hollywood l'a appelé, mais il n'a pas eu besoin de partir. Le cinéma britannique l'a adopté. Ses comédies musicales ont attiré des millions de spectateurs au box-office, faisant de Cliff non seulement une pop star, mais un nom connu de tous. Il était net magnétique et typiquement britannique. Dans un monde encore meurtri par la guerre, Cliff Richard n'offrait pas de rébellion mais un réconfort enveloppé de rythme. Puis vint 1964. Les Beatles explosent sur la scène mondiale. Pour la plupart des artistes de l'époque de Cliff, c'était la fin, mais pas pour lui. Cette année-là, Cliff a enregistré 6 succès dans le top 10 au Royaume-Uni, soit plus que les Beatles eux-mêmes. Paul McCartney et John Lennon reconnaîtront plus tard que Cliff leur a ouvert la voie. Mais au lieu de copier leur style révolutionnaire, Cliff a choisi de rester distinct. Il n'a pas couru après les tendances, il a tracé sa propre voie. Pourtant, derrière les triomphes, une tempête se prépare. Non pas de la musique, mais de l'âme. En 1966, au sommet de sa gloire, Cliff connaît ce qu'il appellera plus tard un réveil spirituel. Influencé par l'évangéliste américain Billy Graham, il déclare publiquement sa foi chrétienne. Dans une industrie qui célèbre l'excès, la décision de Cliff d'embrasser la pureté et la raison d'être est presque radicale. Les réactions ont été rapides, les fans sont partis, les concerts ont été annulés, des rumeurs ont circulé sur le fait qu'il allait quitter la musique. Cliff lui-même a avoué qu'à un moment donné, je me suis senti complètement perdu. Je ne savais pas si je jouais un rôle ou si je vivais un mensonge. Mais plutôt que de se retirer, il s'est réinventé. Sa foi retrouvée n'a pas réduit son art, elle l'a affiné. J'ai arrêté de jouer des personnages, a-t-il dit un jour. J'ai commencé à jouer mon propre rôle. Cette transformation intérieure n'a pas adouci ses ardeurs, elle a aiguisé sa détermination.
Cliff est resté dans les hit parades jusque dans les années 70 avec des succès comme Miss Unites et Devil Woman, des chansons qui mêlent profondeur émotionnelle et sophistication mélodique. Il a osé vieillir avec grâce dans une industrie qui ne jurait que par la jeunesse. Mais le voyage n'a pas été sans douleur. Même à son apogée, Cliff a lutté contre l'isolement, le coup de la célébrité et la pression d'être perçu comme l'idole parfaite. Chaque fois qu'il souriait devant une caméra, il masquait le poids du maintien d'une image irréprochable. Chaque fois qu'il chantait l'amour, il portait la douleur de l'amour perdu ou jamais commencé. Sa vie n'était pas celle d'une star du rock, mais celle d'une dévotion disciplinée à la musique, à la foi et à la dignité tranquille qui consiste à tenir ses promesses. Ce chapitre de la vie de Cliff est un témoignage de la dualité du glamour des lumières de la scène et des ombres qu'elle projette. Il n'était pas seulement la réponse britannique à Elvis, il était l'écho britannique de quelque chose de plus profond. Non pas la rébellion, mais la résilience. Non pas la célébrité, mais la foi. Non pas le chaos, mais la conviction tranquille. Et c'est ainsi qu'il est devenu quelque chose de rare, une icône à l'âme, toujours en quête, et au cœur, toujours en voie de guérison. Alors que la place de Cliff Richard dans l'histoire de la musique semblait inébranlable, les années 1970 lui ont porté un coup brutal. Pour la première fois depuis près de 20 ans, les hit parades ne font plus écho à sa voix. En 1975, il est confronté à une douloureuse sécheresse. Pas de succès, pas de gros titres, pas de voix claire vers l'avenir. Pour un homme dont la vie a été façonnée par les applaudissements et l'adoration, le silence est assourdissant. Il ne s'agissait pas seulement d'un plongeon commercial, mais d'une crise existentielle. Cliff se souviendra plus tard. Il y a eu un moment où je me suis dit que j'avais peut-être fait mon temps, peut-être que le rideau tombe, mais l'histoire était loin d'être terminée. En 1976, Cliff sort Devil Woman, un titre audacieux et obsédant, qui bouleverse les attentes et se hisse dans le top 10 du Billboard américain, sa première percée majeure en Amérique. L'allure sombre de la chanson et sa production soignée marquent une évolution spectaculaire de son art. Soudain, les critiques qui le considéraient comme une idole des jeunes comparent désormais son travail aux profondeurs de l'âme de Marvin Gaye. Des légendes du rock comme Elton John et Eric Clapton ont commencé à parler de Cliff avec un véritable respect. Il ne courait plus après la jeunesse, il maîtrisait la réinvention. Cette époque marque une renaissance. Les premières années ont disparu. Elles ont été remplacées par des chansons empreintes d'introspection, de maturité et de résonance émotionnelle. Les années 1980 ont apporté des succès comme We Don't Talk Anymore, un hymne mélancolique qui a touché toutes les générations. L'album Always Guaranteed réaffirme sa vitalité commerciale, tandis que son single de Noël Mistletoe and Wine devient un classique très apprécié, ajoutant une nouvelle couche saisonnière à son héritage musical. Puis en 1989, Cliff a donné l'un des moments les plus marquants de sa carrière, l'événement du stade de Wembley. Plus qu'un concert, il s'agissait d'une célébration rétrospective, d'un voyage émotionnel à travers 5 décennies de musique, de foi et de croissance personnelle. Avec des milliers de fans chantant avec lui, Cliff a prouvé qu'il n'était pas une relique du passé. Il était une légende vivante qui avait encore quelque chose à dire, et il n'en avait pas fini. En 1990, sa chanson Saviour's Day est arrivée en tête des hit-parades britanniques, réaffirmant une fois de plus son étonnante capacité à rester d'actualité. Il ne s'agissait pas de suivre les tendances. Il s'agissait d'une sincérité intemporelle, celle qui ne s'estompe pas avec la mode. Ce qui rend ce chapitre si émouvant, ce n'est pas seulement le retour, mais aussi la dignité tranquille avec laquelle Cliff a supporté la descente. Il ne s'est pas emporté. Il n'a pas cherché à se faire remarquer. Au contraire, il est revenu à ses racines, à la fois à la musique et à la vérité. C'est ainsi qu'il s'est relevé non pas plus fort, mais plus profondément, non pas plus vite, mais plus fort. L'histoire qu'il a vécue au cours de ces années n'est pas seulement celle d'une renaissance, c'est un cours magistral de résilience,
C'est un rappel que même les légendes peuvent tomber, mais que les grandes se relèvent encore et encore. Malgré son succès fulgurant et ses décennies sous les projecteurs, les chapitres les plus profonds de Cliff Richard n'ont pas été écrits sur scène, mais dans le silence, dans les regards, qui ne se sont jamais transformés en promesses, dans les amours qui se sont évanouis et dans l'écho obsédant d'une vie vécue sans partenaire durable. Le monde a vu la superstar, l'éternel célibataire, mais peu ont vraiment compris le prix qu'il a payé pour maintenir la musique en vie. Son cœur, semble-t-il, devait toujours passer au second plan. Dans l'histoire personnelle de Cliff, aucun nom n'a peut-être autant de poids qu'Olivia Newton-John. Leur lien, qui dure depuis plus de 50 ans, n'est pas fondé sur le scandale ou le spectacle, mais sur des harmonies partagées et une affection tacite. Cliff a dit un jour « J'étais amoureux d'elle, mais elle était fiancée à quelqu'un d'autre. » Olivia allait épouser Bruce Welch, le coéquipier de Cliff au sein de son groupe, et son ami le plus proche, mais Cliff ne s'est jamais détourné d'elle. Ils ont continué à se produire ensemble, leurs voix s'entremêlant comme de vieilles lettres jamais envoyées, leur dernier duo en 2015. Suddenly était moins une performance qu'un adieu chuchoté en musique. Lorsqu'Olivia est décédée en 2022, Cliff n'a pas fait de déclaration publique pleine de platitudes. Il a simplement dit qu'elle n'était pas morte, mais qu'elle avait cessé de vivre. Peu de phrases ont été aussi dévastatrices, mais Olivia n'était pas la seule. En 1961, Cliff a mis tout son cœur dans une lettre de 3 pages adressée à Delia Wicks, la danseuse australienne qu'il aimait depuis 18 mois. Il lui a dit la cruelle vérité: en tant que chanteur pop, je dois renoncer à une chose inestimable, le droit à une relation durable avec une fille spéciale. Il ne s'agit pas seulement d'une rupture, mais d'un aveu de sacrifice. Il a préféré sa mère, ses sœurs et sa vocation à la possibilité d'un bonheur personnel. La lettre n'était pas un simple adieu, c'était une blessure qui ne s'est jamais refermée. Puis vint Jackie Irving d'une beauté absolue, comme l'a dit Cliff. Pendant un certain temps, ils ont été inséparables, et ses proches ont cru que c'était la bonne. Mais une fois de plus, la vie, la carrière et le destin les ont séparés. Jackie épousera plus tard un autre chanteur, laissant Cliff une fois de plus au bord de quelque chose qui aurait pu être. Dans les années 1980, le monde a brièvement espéré que l'amour l'avait enfin trouvé sous la forme de la championne de tennis Sue Barker. Leur relation était publique, affectueuse et sincère. Cliff a même parlé de mariage, déclarant dans une interview en 1983 « Si le mariage se profile à l'horizon, je m'en réjouirai. » Mais quelques mois plus tard, il admettait « Je ne l'aimais pas assez pour y consacrer le reste de ma vie. » Sue, toujours aimable, a dit un jour « Nous nous aimons et nous nous aimons toujours. » Et c'est ainsi que le schéma s'est poursuivi. L'amour s'est approché, l'a regardé dans les yeux et s'est éloigné discrètement. Pendant des décennies, les tabloïds se sont interrogés sur ses choix, ont chuchoté sur sa solitude. Mais Cliff n'a jamais couru après les rumeurs, il ne s'est jamais expliqué. Au lieu de cela, il a laissé parler le silence. Dans un moment de réflexion, il a admis « J'ai eu quelques fausses alertes. J'ai été amoureuse, mais le mariage est un engagement important, et être artiste prend beaucoup de temps. » En fin de compte, sa vie n'a pas été marquée par un scandale ou un chagrin d'amour, mais par la douleur silencieuse d'avoir failli, d'avoir partagé des scènes et non des maisons, de s'être tenu la main en public, mais de n'avoir jamais signé de vœux. C'est une sorte de tragédie qui ne crie pas, qui chuchote. Et dans ces chuchotements, l'histoire de Cliff Richard n'est pas seulement celle de la célébrité, mais aussi celle d'une retenue inimaginable de la dévotion et de l'écho des chansons chantées dans une salle vide lorsque la foule est partie. S'il a aimé, il a aimé en silence. S'il a jamais pleuré, il l'a fait avec dignité. Et s'il a jamais eu la nostalgie d'une vie qu'il ne s'est jamais autorisé à vivre, c'est pour une vie qu'il ne s'est jamais autorisé à vivre. C'est peut-être le prix à payer pour être éternel. On donne tout au monde et on ne garde rien pour soi. À une époque où la célébrité était souvent liée à des scandales,
et à des déclarations excessives. Cliff Richard a choisi une voie différente, celle d'un silence digne. Il ne s'est jamais marié, n'a jamais eu d'enfant et n'a jamais ressenti le besoin de s'expliquer. Alors que le monde spéculait, Cliff s'est tenu fermement derrière un principe simple. Toute vérité n'exige pas un public. Sa vie lui appartenait et en la protégeant, il est devenu l'une des rares stars à préserver le mystère dans un monde qui exigeait des aveux. Pendant des décennies, des rumeurs persistantes ont entouré la sexualité de Cliff, des chuchotements amplifiés par les tabloïds avides de scandales et de silences qu'ils ne pouvaient briser. Mais Cliff ne leur a jamais donné ce qu'ils voulaient. Au contraire, il y répondait avec une grâce mesurée. « Si je l'étais, a-t-il dit un jour, cela aurait-il de l'importance ?» Ces quelques mots traduisent une puissante résistance, non pas un déni, non pas une confirmation, mais un refus de laisser les autres définir sa valeur ou son identité. C'était le genre de défi tranquille que seule une personne profondément en paix avec elle-même pouvait se permettre. Le refus de Cliff d'étiqueter, de se conformer ou de se justifier est devenu au fil du temps une sorte de déclaration en soi. Alors que d'autres expliquaient et clarifiaient, il a choisi de laisser son héritage parler plus fort que les ragots. La partie la plus durable de cet héritage est peut-être le lien qu'il a partagé avec John McLean, un ancien missionnaire de New York, qui est entré dans la vie de Cliff en 2001. Les deux sont devenus inséparables. De l'aveu même de Cliff McLean est devenu une source de compagnie de force et de soutien au quotidien. Il a aidé Cliff à gérer ses maisons, à partager ses voyages, et plus important encore, à partager sa solitude. Pour certains, leur lien a donné lieu à d'autres spéculations, mais Cliff n'a jamais mordu à l'hameçon. Dans un rare moment de réflexion, il a déclaré à propos de McLean « C'est agréable d'avoir quelqu'un qui se soucie de vous, non pas parce que vous êtes célèbre, mais simplement parce que vous êtes vous. » Il s'agissait moins d'une défense que d'un témoignage du pouvoir de la famille, choisi de l'intimité émotionnelle qui défie toute définition et d'une vie vécue selon ses propres termes. Dans un monde obsédé par la question de savoir qui dort à côté de qui, Cliff Richard est resté une forteresse non par honte ou par peur, mais par conviction que certaines parties du cœur méritent d'être sanctuarisées et non pas mises en lumière. Et peut-être qu'en choisissant de ne pas être compris, il nous a enseigné le courage le plus rare, celui d'être entier sans être expliqué. Alors qu'il semblait que Cliff Richard avait surmonté toutes les tempêtes que la célébrité pouvait apporter, qu'il avait survécu aux chagrins d'amour, aux époques musicales, et qu'il avait repris sa place dans le cœur de millions de personnes, un nuage encore plus sombre s'est abattu sur lui. Tout a commencé par le bruit des pales d'un hélicoptère fendant l'air calme de l'été, une invasion soudaine qui a brisé la sérénité de la vie privée de Cliff Richard. En ce jour fatidique de 2014, son domicile a été envahi par la police, les caméras planant au-dessus de sa tête, la BBC diffusant chaque instant de la descente en temps réel. Cliff, une icône anoblie de la musique britannique, un homme sans antécédent judiciaire, a vu sa réputation imploser à la télévision nationale, tout cela sur la base d'une allégation anonyme. Il n'y a pas eu d'inculpation, pas de notification préalable, pas de procès, en bonne et due forme, juste des lumières, des lentilles, et le spectacle de la suspicion. Pour un homme qui a consacré plus de 5 décennies à élever son public grâce à sa musique, l'atteinte à sa dignité n'était pas seulement publique, elle était aussi dévastatrice et personnelle. Cette descente de police s'inscrivait dans le cadre de l'opération U3, une vaste enquête sur les allégations d'abus sexuels historiques au Royaume-Uni, déclenchée dans le sillage du scandale Jimmy Savile. Mais le cas de Cliff Richard est à part. Aucun accusateur n'a été nommé, aucune plainte formelle n'a été déposée devant le tribunal, et pourtant son nom a fait la une des journaux, comme si sa culpabilité avait déjà été établie. Pendant 22 mois éprouvants, il a vécu sous enquête privé de paix, de vie privée et de présomption d'innocence. C'était comme vivre un cauchemar, se souviendra-t-il plus tard. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous moi.
Le tribut à payer était insoutenable. Cliff a commencé à perdre du poids, à lutter contre l'insomnie et a souffert d'une grave épidémie de zona, rappelant douloureusement que le stress ne tourmente pas seulement l'esprit, mais punit aussi le corps. Des amis et des confidents proches ont remarqué que l'amuseur toujours enjoué avait perdu de son éclat. Ils m'ont volé ma joie, a-t-il admis dans une interview ultérieure. Ce n'est pas seulement son image publique qui a souffert, c'est l'idée même qu'il se faisait de lui-même. Aux yeux de millions de personnes, il est passé du jour au lendemain du statut d'icône bien-aimé à celui de prédateur présumé, et aucun silence n'a pu endiguer la vague de doute. Pire encore, la BBC s'était coordonnée avec la police pour couvrir le raid. Il ne s'agissait pas seulement de rapporter les nouvelles, ils étaient devenus partie intégrante du spectacle. Lorsque les caméras ont zoomé sur la résidence privée de Cliff, capturant des images aériennes et diffusant l'adresse de son domicile, l'acte a franchi la ligne qui sépare le journalisme de l'invasion. On ne lui a pas demandé de commentaires, il n'était pas protégé par l'anonymat, il a été présenté au public comme une nouvelle de dernière heure. Sa vie a été réduite à un événement médiatique. Mais Cliff Richard, même assiégé, n'a pas sombré dans l'amertume. Une fois que le Crown Prosecution Service a conclu que les preuves étaient insuffisantes et qu'aucune charge n'a été retenue, il a transformé son angoisse en action. En 2018, il a intenté une action en justice contre la BBC pour atteinte à la vie privée et a obtenu gain de cause. Le tribunal a jugé que la couverture de la BBC avait constitué une grave atteinte à ses droits et lui a accordé plus de 2 millions de livres sterling de dommages et intérêts. Cette affaire a fait date non seulement pour Cliff, mais aussi pour toute personne ayant craint d'être jugée à tort par la presse. Il ne s'agit pas seulement de moi, a-t-il déclaré après le verdict. Il s'agit du principe selon lequel les gens sont innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit prouvée et non l'inverse. Cette victoire aussi symbolique, soit-elle n'a pas pu effacer totalement les cicatrices. Cliff a ensuite révélé qu'il avait envisagé de vendre toutes ses maisons et de quitter le Royaume-Uni. Il y a eu des moments où je ne voulais plus vivre ici, a-t-il avoué. Le sentiment de trahison était profond, non seulement de la part des médias, mais aussi de la part d'une société qui avait si facilement transformé la suspicion en spectacle. Pendant près de 2 ans, il a vécu dans les limbes, incapable de faire des tournées, de créer, d'aller de l'avant. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il a enduré tout cela. Non pas par défi, mais par résilience. Il est remonté sur scène, a sorti de nouveaux morceaux, a défendu les sans-voix, les faussement accusés, les humiliés en public. Son épreuve est devenue plus qu'une bataille personnelle, elle est devenue un symbole des dangers des procès médiatiques. Dans les interviews qu'il a données depuis Cliff, n'a pas parlé avec rage mais avec une dignité tranquille. Ils ont essayé de me détruire, mais j'étais déterminé à ne pas les laisser gagner. Il y a quelque chose d'obsédant dans ce que Cliff a enduré. Non seulement l'injustice, mais aussi le silence qu'il a été contraint de garder pendant que le monde spéculait. Et pourtant, dans l'écho de ce silence, quelque chose de puissant a émergé. Un homme dont la dignité a refusé d'être effacée, dont la voix n'a pas été réduite au silence par la peur. Son histoire n'est pas seulement celle d'une survie, c'est une mise en garde pour une époque où la célébrité fait de chacun à la fois une idole et une cible. En fin de compte, Cliff Richard n'a pas seulement récupéré son nom. Il a défendu un principe à tenu bon dans l'œil du cyclone et a rappelé au monde qu'aucune réputation aussi noble soit-elle n'est à l'abri des soupçons, à moins que nous n'apprenions à faire la part des choses entre les gros titres et la vérité. Et pour cela, il a gagné non seulement de la sympathie, mais aussi un respect renouvelé. Car survivre à la célébrité est difficile, mais survivre à la trahison, tout en gardant son âme intacte, est une chose que seuls les plus forts d'entre nous peuvent faire. Aujourd'hui, âgé de 80 ans, Sir Cliff Richard mène une vie que beaucoup qualifieraient d'enviable et d'inspirante. Malgré le tic-tac incessant du temps, Cliff reste très actif. Il partage son temps entre ses résidences de la Barbade et du Portugal, tout en conservant des liens avec le Royaume-Uni. Sa propriété de la Barbade, connue sous le nom de Coral Sundown, est une villa de 6 chambres à coucher,
avec un court de tennis et une piscine nichée dans la communauté huppée de Sugar Hill. La villa, qui pouvait être louée jusqu'à 30 $ par nuit, reflète un style de vie empreint d'élégance et de tranquillité. Par ailleurs, son domaine de Quinta do Moinho au Portugal, qui s'étend sur 30 hectares, comprend des vignobles, 3 maisons d'hôtes et une vue à couper le souffle sur la campagne. Bien qu'il ait mis la propriété en vente pour 7 millions de $, en 2017, sa valeur profonde et sentimentale reste liée à des décennies de souvenirs et de retraite tranquille. Cliff avait auparavant habité une luxueuse maison dans le quartier de St. George's Hill, en Angleterre, avant de réduire sa taille en 2006, illustrant ainsi son passage à un mode de vie plus serein et moins ostentatoire. Financièrement, la valeur nette de Cliff Richard est estimée entre 90 et 100 millions de $, ce qui reflète une carrière de 6 décennies, au cours de laquelle plus de 260 millions de disques ont été vendus dans le monde. Il reste le 3e artiste à avoir vendu le plus de singles dans l'histoire britannique, derrière les Beatles et Elvis Presley. Malgré son immense fortune, Cliff a choisi de mener une vie modeste, marquée par la discipline personnelle et la réflexion spirituelle. Sa collection de voitures, qui comprend une Bentley Mulsanne, une Mercedes GLS 63 et une Mazda CX-8, témoigne de son goût pour le confort et la classe sans excès. Remarquablement, Cliff continue de se produire. En 2023, son album orchestral, Cliff with Strings My Kind of Life, atteint le top 5 des charts britanniques, prouvant que sa voix et sa pertinence musicale perdurent. En 2025, il entame la tournée Can't Stop Me Now, qui marque son 85e anniversaire, avec des représentations au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Interrogé sur son secret de longévité, Cliff l'a attribué à des promenades régulières et à la pratique du tennis, délaissant les programmes de gymnastique rigoureux au profit d'un mouvement naturel et joyeux. Il explique « Avoir 80 ans est une surprise pour moi. Je continue à bouger. » Cette philosophie simple lui a permis de préserver non seulement sa santé, mais aussi le lien qui l'unit au public, toutes générations confondues. La vie privée de Cliff Richard reste ancrée dans l'intimité et la solitude, puisqu'il ne s'est jamais marié et n'a jamais eu d'enfant. En l'absence d'une structure familiale traditionnelle, des questions sur l'héritage ont parfois été soulevées. Bien que les détails de son testament n'aient pas été divulgués, il est largement admis que ses vastes biens et sa fortune seront consacrés aux œuvres de bienfaisance qui définissent depuis longtemps son héritage. Le Sir Cliff Richard Charitable Trust, sa fondation personnelle, accorde chaque trimestre des subventions à plus de 50 organisations caritatives enregistrées au Royaume-Uni. Le Trust se concentre sur les organisations au service des enfants, des personnes âgées et de la recherche médicale. Ses efforts philanthropiques s'étendent à un soutien de longue date à des institutions telles que les Shooting Star Children's Hospices, la Roy Castle Lung Cancer Foundation et Alzheimer's Research UK. Il est également mécène de Guitar Aid, signant régulièrement des guitares pour les vendre aux enchères afin de soutenir les missions mondiales et l'action médicale. La volonté de Cliff de rendre l'appareil a commencé dès les années 1960, lorsqu'il s'est engagé à donner 10% de ses revenus à des œuvres caritatives, un engagement qu'il n'a jamais cessé d'honorer depuis. Ce sens du devoir reflète une vocation spirituelle plus profonde qui a guidé ses décisions tant sur scène qu'en dehors. Dans un monde souvent dominé par la célébrité et la fortune, Cliff Richard se distingue. Un homme qui a surmonté les difficultés, traversé les scandales et vieilli avec dignité, laissant derrière lui une vie riche, non seulement en accolades, mais aussi en objectifs. Alors qu'il continue de vivre, de jouer et de servir avec grâce, le chapitre actuel de Sir Cliff Richard n'est pas simplement une retraite tranquille, c'est un crescendo durable d'une vie bien vécue, faisant écho à sa conviction que le véritable héritage ne se mesure pas à ce que l'on garde, mais à ce que l'on donne. Son parcours nous rappelle que la grandeur n'est pas une destination,
mais un chemin pavé d'humilité, de générosité et d'un engagement inébranlable envers ses valeurs. Le garçon qui s'émerveillait devant Elvis Presley est devenu un homme qui a inspiré les autres par sa voix, sa résistance et son cœur. Il est un témoignage vivant de l'idée que la célébrité, lorsqu'elle est ancrée dans la foi et la compassion, peut illuminer plutôt que consumer. Alors que nous réfléchissons à l'extraordinaire héritage de Sir Cliff Richard, nous vous demandons quelle partie de sa vie a touché votre âme, le triomphe sur la douleur, la force silencieuse derrière son sourire ou la grâce avec laquelle il a choisi la solitude plutôt que le spectacle. Laissez-nous vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte pour que son histoire reste vivante. Si vous avez été touché par cet hommage, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager, car le monde doit se rappeler que même les légendes sont humaines et que c'est l'humanité qui les rend légendaires.